Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Fatima, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Procès Hissène Habré, l'ancien président tchadien, persiste dans son silence. La Cour va procéder ce mercredi à l'audition des premiers témoins. Grand Yoff, la problématique de l'insécurité interpelle au lendemain du double meurtre des frères Ba. Le retour de la peine de mort pour mettre fin à ces crimes odieux refait surface. Le débat s'oppose, les avis sont partagés. En Casamance, l'heure est à la recherche de la paix. Les jeunes de Diolokon veulent s'investir pour pacifier le sud du pays en proie à 3 décennies de rébellion. En Guinée-Bissau, la crise politique a fini d'exaspérer les populations. Le différend entre le président Vass et son ex-premier ministre a du mal à passer. À suivre les explications de nos envois spéciaux sur place. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. L'audience reprend demain à 9h à propos du procès Hissène Habré. La Cour va procéder à l'audition des premiers témoins après la lecture complète de l'ordonnance de mise en accusation qui s'étend sur 197 pages. L'audience de ce mardi s'est déroulée dans le calme. Aucune perturbation n'a été notée. Hissène Habré s'est montré calme. Il a observé le silence tout au long de l'audience. Contrairement aux autres sessions, le prévenu était présent dans la salle bien avant l'ouverture de l'audience. À la suspension, il s'est levé de son propre gré pour sortir de la salle, les mains en signe de victoire sous escorte policière. Grand Yoff en proie à une insécurité criante. Fatima, le double meurtre des frères Ba en est une illustration de plus. Et oui, cher Tidiane, difficile de rencontrer un habitant de ce quartier qui n'a pas une fois assisté à un cas d'agression. Les populations prônent la rééducation des jeunes, mais également une forte présence des forces de l'ordre dans la localité. C'est un reportage d'Aminata Mbaresow, Modou Diop. Gazelle, un quartier dans Grand Yoff. Dans les rues sablonneuses, des jeunes s'adonnent à une partie de foot. À l'extérieur, des maisons de petits commerces fleurissent ça et là. Gazelle, un quartier rythmé, une atmosphère qui contraste avec l'insécurité sévissante à Grand Yoff. Je suis tombé à maintes reprises sur des scènes d'agression ici à Grand Yoff. C'est durant la nuit que ça se passe. Ce sont très souvent des groupes armés jusqu'aux dents qui s'en prennent aux passants pour les dépouiller de tout leur bien. Un individu est arrivé dans cet atelier un jour en courant. 2 personnes armées de couteaux le poursuivaient et voulaient l'agresser. Heureusement pour lui, il est venu se réfugier ici. Grand Yoff, un des quartiers de Dakar gagné aujourd'hui par l'insécurité, cette vieille habitante voit autrement la situation. Les malfaiteurs qui agressent et tuent les honnêtes citoyens n'habitent pas Grand Yoff. Ils viennent d'ailleurs. Le sous-emploi, le manque de suivi des enfants, entre autres facteurs évoqués. Malheureusement, les enfants ne sont plus bien éduqués. Ils ont perdu toutes les bonnes valeurs. La drogue est devenue très accessible, en plus des bars clandestins qui sont ouverts à chaque coin de rue à des prix dérisoires. Vous voyez, avec le temps, Grand Yoff s'est agrandi. Malheureusement, les activités économiques n'ont pas suivi, alors les jeunes peinent à trouver de l'emploi. Le sous-emploi est une réalité à Grand Yoff. Moi qui vous parle, je tiens un restaurant. Mais chaque jour que je fais, les jeunes défilent ici, sans même un sou. Rien pour se payer ne serait-ce que le petit déjeuner. Grand Yoff crie au secours. Ces assises doivent se tenir à Grand Yoff, une occasion pour apporter des réponses aux problèmes de la localité. La solution, c'est de trouver de l'emploi à ces jeunes. Il faut aussi renforcer les forces de l'ordre dans le quartier, avec plus de personnel. Pour rappel, c'est dans ce quartier populeux de la capitale sénégalaise que les 2 frères Ba ont été froidement assassinés par un de leurs camarades sous le regard impuissant de leur maman. Un nouveau drame qui remet Grand Yoff au devant de l'actualité.
Aminata Mbaresso, insécurité au Sénégal, rétablir la peine de mort, une hypothèse diversement appréciée. Chez les avocats, il n'en est pas question, ce qui n'est pas de l'avis d'autres personnes interrogées qui pensent qu'il faut sévir devant ces crimes odieux. Un sujet signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dia. Recrudescence de meurtre. Le dernier en date, celui de Grand Yoff. Les frères Ba, ignoblement poignardés. Une fois de plus, la question de la peine de mort soulevée. Maître, pour ou contre son application? Contre la peine de mort. Je pense qu'on ne peut pas répondre sur une telle question de façon tranchée. La problématique posée par la question, c'est comment faire pour réduire le taux de criminalité dans nos pays. L'opinion est bouleversée par ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que la réponse est la restauration de la peine de mort? Nous sommes en 2015, c'est le 3e millénaire. Je pense qu'il y a des réponses qui peuvent être apportées et qui nous permettront, de mon point de vue, de résoudre véritablement cette lancinante question. Autre problème, celui de l'éducation. Mais beaucoup de facteurs doivent être pris en compte aussi. C'est un problème de fuite de responsabilité. À l'école, on n'enseigne plus rien aux enfants. Il n'y a même plus de centre culturel. Il faut lutter particulièrement contre les causes de la montée du phénomène criminel. La promiscuité en banlieue, la pauvreté dans les ménages, dans les foyers, le recul de l'éducation et de la formation dans nos pays. Madame Ndiaye, elle, est d'un tout autre avis. En tout cas, moi, je l'accepte avec des cas qu'on ne peut pas dire. Parce que des morts, sans chose, décision ni rien, volontairement, on est obligé de l'appliquer, la peine de mort. Moi, je suis d'accord avec ça. Baïfal, vendeur de café à Walfadjri, Madame Sanchez, abattue froidement à Yoff par son époux, pour ne citer que cela, une série de meurtres qui commencent à faire froid dans le dos, d'où l'urgente nécessité de prendre des mesures idoines. Aïssatou Païfal, merci. L'hivernage et la vente à la sauvette ne font pas bon ménage. En temps de pluie, les marchands ambulants trouvent 1001 astuces pour être à l'abri des canaux à ciel ouvert et des égouts. S'y ajoutent les rafles dont ils sont souvent victimes. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. S'il y a des personnes exposées en cette période hivernale, c'est bien les vendeurs à la sauvette. Ils se faufilent entre les voitures, parcourent des kilomètres à la recherche de clients, des risques énormes. Je ne reste pas sur place, je viens de la Médina. Ce n'est pas du tout évident, mais je veux gagner ma vie dignement. Et parfois, il reste des journées sans travailler, un manque à gagner. Quand il pleut, je ne sors pas. Que l'État construise de bonnes canalisations. Je crois que c'est la seule solution. Quand il n'y a pas de canalisation, les risques se multiplient. Et bonjour les dégâts. Pourtant, leur activité est interdite dans ces zones. C'est toujours un jeu de cache-cache avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre nous pourchassent dans les rues de la capitale. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Je viens du marché Petersen, incendié tout récemment. Les forces de l'ordre, s'ils nous trouvent ici, ils n'hésiteront pas à nous embarquer à la police centrale. Et pour être libérés, il faut payer 3000 francs. Parfois, on passe la nuit. Modou Bambaka, Moussa Diop s'active ainsi tous les jours. De jeunes garçons pleins d'espoir qui voient leur avenir autrement dans le futur. Le Centre national de documentation scientifique et technique veut se doter d'un cadre stratégique. C'est à cet effet que le CNDST a réuni des professionnels de haut niveau. L'objectif, Fatima, est d'identifier les choix stratégiques pour mettre à la disposition des chercheurs et des étudiants les bonnes informations techniques et scientifiques. Je vous propose là-dessus de suivre ce reportage signé Ibou Diouf et Younous Diatta. Sans cadre stratégique bien défini, l'organisation peut avoir du mal à atteindre son objectif. Le Centre national de la documentation scientifique et technique va contourner cette difficulté
avec à la base une bonne gestion de l'information scientifique et technique. Et l'objectif fondamental est de permettre une harmonisation des pratiques documentaires dans notre espace d'enseignement supérieur, mais également de pouvoir définir les actions, les projets, programmes, actions et activités à entreprendre d'ici à 2018 pour développer l'accès à l'information scientifique, mais également la promotion, la valorisation de l'information scientifique et technique. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le CNDST a porté le projet du ministère qui est l'accès aux ressources électroniques mondiales pour les chercheurs. Cette rencontre, qui a réuni des spécialistes impliqués dans la production et dans la gestion de l'information dans les domaines cités, a permis au CNDTS d'identifier les axes stratégiques. Nous avons constaté que parmi toute la population enquêtée aujourd'hui, le besoin en information scientifique et technique se présente de la façon suivante, que la population scientifique demande un accès aux documents numériques, un accès aux bases de données scientifiques et techniques. Le CNDST est en train aussi de faire le même travail pour que les littéraires, pour que les juristes, les politistes, pour que les spécialistes des sciences sociales puissent aussi disposer de revues de même niveau et bénéficier évidemment des mêmes facilités. Cet atelier du Centre national de documentation scientifique et technique a fait de l'accès à l'information une des priorités. L'objectif, faciliter à la communauté universitaire la recherche. Ibou Diouf, merci. Ouf de soulagement des agriculteurs de Noto Diobass suite à la construction de 73 km de pistes de production. Le ministre du Commerce a lancé les travaux. En effet, faute de pistes de production, des tonnes de mangue pourrissaient dans les champs. Les activités économiques vont reprendre dans la zone. C'est une correspondance signée Seila Tir et Chirante Diop. Les travaux pour la construction d'une piste de production sont ainsi lancés par le maire de Noto Diobass, Alioune Sarr, par ailleurs ministre du Commerce. 73 km de pistes pour le désenclavement des 67 villages de la commune de Noto Diobass. C'est un projet qui va démarrer pour la construction de 73 km pour interconnecter les 67 villages de la commune. Puisque la commune de Noto Diobass a la singularité, je le dis toute singulière, d'avoir des villages qui sont en son sein et qui, pour aller vers le chef-lieu de la commune, sont obligés de passer par la ville de Thiès avant de revenir dans Noto Diobass. Cela est totalement inacceptable. Nous avons décidé de relever ce défi. Noto Diobass, une zone agricole productrice de mangue, mais les populations avaient d'énormes difficultés pour écouler leurs marchandises. Faute de pistes de production, cette piste va ainsi soulager les populations. Nous avons engagé ces travaux ce matin à Sangué, à Babak et à Anem. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et pendant 6 mois, nous allons transformer structurellement cette localité pour que le commerce puisse se faire, pour que l'industrie puisse s'installer. Parce que s'il n'y a pas de piste, on ne peut pas produire, on ne peut pas se déplacer. Les populations des villages de Sangué, Anen et Babak peuvent encore afficher le sourire. En effet, l'entreprise en charge de la construction de l'infrastructure va recruter sa main-d'œuvre au niveau de la... Nous parlons politique à présent avec le Front patriotique pour la défense de la République qui annonce 2 sit-ins dans les prochains jours. Mamadou Diop Decroix et ses collaborateurs veulent dénoncer le fait qu'Abdoulaye Daouda Diallo continue toujours de diriger le ministère de l'Intérieur. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Chertiyan Dion. Nous envisageons 2 grandes actions. La première, c'est une manifestation devant la RTS qui est un média du service public, théoriquement, mais qui ne reflète pas le pluralisme et la diversité de notre pays. La RTS étant devenue un instrument exclusif du parti du président de la République, l'APR. Nous avons également décidé d'organiser une manifestation devant le ministère de l'Intérieur pour protester contre le fait que le ministre de l'Intérieur continue d'être l'organisateur des élections. Nous avons bouclé 6 mois d'inscription sur les listes électorales. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune rencontre entre le pouvoir et les partis pour discuter, évaluer cette campagne d'inscription sur les listes électorales. Pour toutes ces raisons et pour d'autres.
Nous restons en politique avec la délégation départementale de l'AFP Louga qui réaffirme son engagement derrière Moustapha Niasse après le départ de la commune des responsables du parti vers la formation de Malick Gakou. Pour le coordonnateur départemental, l'AFP reste un grand parti. Mokhtar Sarr et compagnie travaillent à la massification de la formation dans le département de Louga. Mokhtar Sarr que je vous propose d'écouter au micro de notre correspondant Thierno Fall. Je suis très fidèle à mon parti et à mon leader. Et je lui renouvelle toutes mes considérations et mon estime. Et je m'engage avec tout le département de Louga qui est AFP et que je souhaite qu'ils vont demeurer AFP. Le département reste fidèle à son leader, qui est Moustapha Niasse. Jusqu'à présent, je ne connais aucun départ qui m'est signalé au niveau du département. Donc ça, c'est une fierté. Vous allez voir, on va redynamiser au niveau de Louga, parce qu'avec les fêtes qui s'annoncent, on ne peut pas se prononcer pour l'instant. Mais tout juste après les fêtes, on va essayer de manifester à Louga, de réunir nos efforts pour renouveler la base au niveau de Louga. Plaidoyer pour l'augmentation de l'enveloppe de financement accordée aux femmes de Touba. Fatima, le budget actuel s'élève à 600 millions de francs CFA. Et la direction des organisations féminines et de l'entrepreneuriat féminin annonce également un programme de formation et de renforcement de capacités en faveur des femmes de la ville sainte. C'était lors du lancement du mouvement Debout Liggéey Sénégal. La présidente de ce mouvement, Mame Fatou Mbacké, est au micro de Mohamed Diop Talassam. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a mis la femme au cœur du développement, au cœur de son plan d'action qui est le PSE. Il a créé beaucoup de fonds vers les femmes pour quand même les obliger ou les inviter à travailler, et avoir un métier, avoir des revenus pour quand même une certaine autonomisation. Vous avez parlé de financement. Pourtant, on est en train de donner les financements. Monsieur le ministre délégué, Moustapha Diop, est passé ici. On a réuni les femmes. On leur avait octroyé 600 millions, mais c'est insuffisant. Touba, c'est la deuxième ville du Sénégal, avec plus de 2 millions d'habitants, avec plus de 52% de femmes. Vous voyez, et ce sont elles qui répondent à tous les appels. Elles sont au devant de la scène politique. Il faut qu'on les accompagne et qu'on leur fasse apprendre des métiers. Je vous le disais en sommaire, résolution de la crise casamançaise. Fatima, les jeunes de la commune de Djoulo-Colon s'impliquent. Ils ont organisé une conférence avec comme thème comprendre le conflit en Casamance pour mieux participer à sa résolution. Une rencontre présidée par le professeur Noah Cissé. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Nous avons assez souffert d'un conflit tranquille qui n'a créé que des larmes et du sang dans notre région. Ça ne construit pas un pays. Cet extrait est une partie de l'exposé de Noah Cissé, ancien professeur d'histoire, dont le thème était axé sur le conflit en Casamance, comprendre pour mieux participer à sa résolution. Conférence organisée par des jeunes de la commune de Djoulo-Colon, située dans le département de Kolda. Une manière pour ces jeunes de faire comprendre aux populations de leur localité les tenants et les aboutissants du dit conflit, afin qu'ils puissent jouer leur partition à sa résolution. Nous croyons que la paix en Casamance contribuera non seulement à l'intégrité du Sénégal, mais aussi au développement du Sénégal, parce que c'est un pôle économique du Sénégal, surtout en matière de l'agriculture. Donc nous ne devons pas avoir peur. Voilà pourquoi nous avons décidé que ces professeurs-là, Noah Cissé et Famara Sané, qu'ils viennent nous parler, parce que ce sont des gens qui maîtrisent la crise casamançaise, qui viennent nous parler, nous aussi du Fouladou, puisque nous faisons partie de la Casamance, qui nous en parlent pour que nous comprenions et que nous participions à notre manière à la résolution du conflit. Le conférencier n'a pas mâché ses mots quand il appelait tout le monde à s'impliquer dans la recherche de la paix pour la Casamance. Il faut également qu'au Sénégal, on comprenne que ce conflit-là, c'est vrai, il a lieu en Casamance, mais ce n'est pas seulement un conflit des Casamanciens. La chute de tous les empires qui sont succédés dans l'histoire, de l'Égypte classique à nos jours, le pourrissement commence par les régions périphériques. Et progressivement, le centre est encerclé après.
ne faut pas qu'on ait des sentiments à partir de Dakar, que ça ne nous regarde pas, que fallait qu'on se rappelle au bon souvenir du conflit casamassé, que lorsque la presse informe qu'il y a eu un braquage sur la route. Ça, c'est pas vrai. Nombreux parmi les orateurs ont soutenu que le Sénégal ne pourra pas être émergent tant que le conflit en Casamance n'est pas résolu. Abdoulaye Diallo, merci. En Guinée-Bissau, la crise politique a fini d'exaspérer les populations. Le différend entre le président Vaz et son premier ministre limogé, Domingo Simones Pereira, relève de mobiles politiques. Et les populations, Fatima, ne s'expliquent pas du tout cette instabilité institutionnelle née des limogeages répétés de l'ancien premier ministre. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux à Bissau, Barkaba et Yaya Diallo. 2 semaines après le limogeage de Domingo Simoes Pereira et la nomination de nouveau Premier ministre par le président Vaz, la Guinée-Bissau est toujours plongée dans une profonde crise politique. Le bras de fer au sommet de l'État commence à inquiéter sérieusement la population. Aucun Premier ministre n'est arrivé au bout de son mandat. C'est pas normal. Dès que quelqu'un fait à peine 1 an, il est destitué. C'est pas normal. C'est pas possible, une chose comme ça, parce que le Premier ministre a rentré de travailler très bien. Donc le président, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Puisqu'il a déjà nommé son Premier ministre, ils n'ont qu'à former un gouvernement pour que le pays puisse reprendre son cours normal. Pour beaucoup de Guinéens, le président Vaz et son Premier ministre limogé, tous 2 membres du parti au pouvoir, le PAIGC, doivent trouver un compromis. Les 2, ils vont parler pour régler ce problème, parce que sinon, il y a quelque chose qui va mal même. Alors que la formation d'un nouveau gouvernement est annoncée pour lundi, les Guinéens retiennent leur souffle et attendent la décision de la Cour suprême qui doit départager les 2 camps du PAIGC. Et les populations, elles, n'aspirent qu'à une chose, retrouver une... Voilà, c'était Barkaba. Le reste de l'actualité internationale, c'est avec Daniel Youfa. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devra encore patienter en prison à La Haye au moins jusqu'au mois de novembre, date fixée pour son procès. La demande de remise en liberté de l'ex-chef de l'État ivoirien a été rejetée par les juges de la Cour pénale internationale. Les avocats de l'ancien président, âgé de 70 ans, demandaient sa libération provisoire en raison de son état de santé. Au Burundi, Patrice Gaoungou, porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie, en partie de l'opposition, abattu par balle lundi par des hommes non encore identifiés alors qu'il rentrait chez lui. Un assassinat dont les circonstances sont similaires à celles de plusieurs autres, parmi lesquelles l'exécution du président du même parti, Zedi Feludzi, et de son garde du corps le 23 mai dernier. D'après la police burundaise, les auteurs du crime attendaient la victime non loin de son domicile. Personne ne s'y attendait, pourtant les pays arabes l'ont fait. Ils viennent de décider d'envoyer 10 000 militaires sur le terrain au Yémen, des militaires auxquels s'ajoutent 6 000 Égyptiens et Soudanais dans les prochains jours. Cette intervention terrestre marque un tournant dans ce conflit yéménite entre pays arabes, sunnites et rebelles houthis, soutenus par l'Iran. La mort de 60 soldats émiratis, bahreïnis et saoudiens le week-end dernier a visiblement provoqué cette réaction des pays arabes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Fatima, merci. Merci, cher Tidiane, et à demain, Inch'Allah.